mardi avec Loïc Tanzi avec vous sur l'hashtag RMC Live et au 32-16. Bon, ça y est, on s'est échauffé là, on est bien. Daniel Riolo, t'as reçu un livre, c'est quoi aujourd'hui? Il est ouf ce mec. Bah, je sens qu'il est complètement taré. Toi, hier tu m'as fait les chansons. Mais là tu veux faire. Mais ouais, mais attends, tu veux faire les chansons. Non, tu veux faire les lettres. Écoute, tu as reçu un livre sympa. Non, oui, non, parce que je l'ai dit. Bah, redonne le titre, vas-y. Pendant la pause pub, j'ai feuilleté et je commençais à lire et tout. Donc le bouquin, c'est. Non, mais peu importe le. Enfin, si, c'est. Je suis né la même année que le PSG, mais ça n'a aucun rapport avec le. Et donc, il y a le une PSG, citation, vas-y. Il y a la phrase d'une femme très connue et je faisais deviner à Jonathan et à Loïc qui avait dit ça, mais ils n'ont pas encore deviné. Mais la phrase est, je trouve, assez troublante. C'est une femme qui parle et elle dit: en entrant quelque part, je ne cherche pas qui est le plus bel homme, je cherche celui qui est la plus belle femme. Donc qui a dit ça? Hashtag RMC Live pour retrouver l'auteur de cette phrase. L'auteur. C'est une femme connue. Hein, c'est pas une actrice, c'est pas une politique, c'est pas dans les médias. Tous les gens qui nous écoutent la connaissent. Tout le monde la connaît donc. Oui, tout le monde. Carla Bruni. Yes. Oh, magnifique. Comment t'as sorti ça comme ça? Parce que j'ai repensé à son passif. Normal, la déclare. Il est fort. C'est dans Rolling Stone à Laurent Fabius, c'est un peu, tu vois. Bah ça veut dire que t'es quelqu'un, t'es d'esprit quoi. Ça veut dire qu'elle a quel kilomètre au compte. Arrête, oh là là, il est con. Depuis que Julien Fass, ça fait 2 minutes que je le voyais comme ça, il tortillait de la tronche. Il disait putain, il cherchait en fait. Il était en train de chercher. PSG, un petit peu de kilomètres de cap qui a été déroulé. C'est évident. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas avec le PSG? Pourquoi pas? Bah tiens, la transition. C'est la femme du président. La transition est toute trouvée en tout cas, puisque Loïc Tanzi est avec nous. Il a assisté à la première conf de presse cet après-midi de Thomas Tuchel au Parc des Princes. C'était comment d'abord, Loïc? Il y avait du monde, il y avait une centaine de journalistes à peu près, beaucoup d'Allemands, pas mal d'Anglais, et après tout le reste c'était des Français. Et on a vu un Thomas Tuchel très calme, qui a montré, il sait où il veut aller en fait. Il a de suite, il a montré qui il était, il a montré comment il voulait arriver. Ouais, exactement, exactement, un peu comme ça. Mais il l'a pas dit comme ça, mais un peu comme ça. Alors on l'a vu juste avant en interview, et là c'était pas le même homme. C'était un homme il avait un peu peur, émerveillé par le Parc des Princes, un petit gamin qui découvrait son nouveau jouet. Il a parlé avec Antero Henrique, il lui disait écoute, si t'as pas un ballon, on va taper quelques balles sur le Parc des Princes. Ils parlaient en quoi les deux? En quelle langue d'ailleurs? Alors les deux parlent en anglais. Antero et Thomas Tuchel parlaient en anglais tous les deux, et en fait ils se parlaient très simplement, et vraiment c'était un gamin qui découvrait, qui était impressionné par la forme qu'avait le Paris Saint-Germain. Donc une centaine de journées. T'as trouvé ou pas ce qu'il a mangé ou pas du coup? Parce qu'il a une journée complètement folle. C'est la mission qu'on t'avait donnée tout à l'heure dans le Super Football Show. Il a demandé un sandwich. Alors je suis retourné dans les loges et il ne restait que des sandwichs au thon. Alors je sais pas s'il a mangé des sandwichs au thon, mais il ne restait que ça. Bah, s'il en restait, c'est qu'il les a pas mangés. C'est qu'il a pas mangé. J'avais dit, il aime pas les sandwichs. Parce que pour une conf comme ça, ils vous ont filé à bouffer? Non, pas nous. Pas nous, parce qu'en fait, il est arrivé et il n'avait pas mangé quand il est arrivé au Parc des Princes. Donc quand il a fait la première interview avec un média, il y a un de ceux qui sont l'avocat qui est venu demander au Paris Saint-Germain quelque chose à manger, puisqu'il n'avait pas mangé de la journée. Il habite où? Il avait une grosse journée. Il vient d'où? Il n'a pas encore choisi. Il vient d'où? Il était basé où? Il est venu d'Allemagne, de Munich. Il est arrivé ce matin de Munich. Oui, il est bavarois. Et d'ailleurs, visiblement, il roule les airs. Nous expliquait David Lortolari tout à l'heure, ce qui est d'ailleurs une caractéristique des Bavarois je crois qu'il disait de l'Ouest. Voilà, de l'Ouest de la Bavière. On va écouter ses premiers mots en français à Thomas Tuchel. Bonsoir à tous et merci pour votre présence aujourd'hui. Je suis très heureux d'être ici comme entraîneur de ce club exceptionnel. Et dans cette ville magnifique. Ça va, il se débrouille, hein? Ouais, c'est très bien. Pas mal, hein? C'était préparé, il avait le texte sous les yeux. Mais il a fait l'effort. On dirait le méchant dans OSS 117. Il y a un petit truc, il y a un petit truc, effectivement. Tiens, il s'est exprimé également sur la Ligue des Champions. Forcément, c'est le grand objectif pour les Parisiens. Il a expliqué justement comment il fallait aborder cette Ligue des Champions, finalement, Thomas Tuchel. Regardez ce qu'il dit. It's too early to talk about it. C'est trop tôt pour en parler. Évidemment, on a des joueurs absolument fabuleux et on a un des plus grands clubs sur la scène européenne. La ville est magnifique, excitante, elle attire les meilleurs joueurs. Arriver à gagner la Ligue des Champions, c'est ce que tout le monde veut, mais on ne peut pas en parler avant le premier entraînement, avant le premier match. Il faut créer une atmosphère dans laquelle les matchs de coupe seront au même niveau que les matchs de Ligue des Champions, même contre des équipes de deuxième division. Il faudra mettre la même intensité dans tous les matchs et quand on y arrivera à chaque entraînement, chaque jour, dans chaque match, à chaque déplacement et quand on aura cet état d'esprit tous ensemble, on pourra alors atteindre tous les objectifs. Mais il est trop tôt pour en parler. Mais si vous me reposez la question au printemps prochain, je pourrai vous répondre.
Il reste assez prudent sur la question. Toi, tu l'as un peu cuisiné. On rappelle que demain, d'ailleurs, sur SFR Sport, dans Breaking Foot à 19h, il y aura une interview exclusive avec Thomas Tuchel. Tu l'as aussi lancé, d'ailleurs, sur ce sujet. Ouais, sur la Ligue des Champions. Et il est très intéressant. Il dit que c'est très dangereux pour le Paris Saint-Germain de n'être que focalisé sur la Ligue des Champions. Alors Unai Emery le disait déjà, pas publiquement mais en privé, et il explique qu'aujourd'hui, si on dit que le Paris Saint-Germain doit gagner la Ligue des Champions la saison prochaine, et si on ne se focalise que sur la Ligue des Champions, ce serait trop compliqué, et le Paris Saint-Germain n'y arriverait jamais, et qu'il faut laisser le temps à ce club de mûrir sur la scène nationale, de gagner encore des titres sur la scène nationale, et que l'année prochaine, il ne faudra pas dire on veut les demi-finales, on veut la finale ou on veut la gagner. Il faut laisser faire les choses, et peut-être que Paris gagnera l'année prochaine. En fait, il a dit des trucs... comment dire, c'était finalement assez banal, mais on avait l'impression qu'il était nécessaire que ce soit dit à un moment, des choses qui auraient dû être dites il y a 5 ans. Donc bon, rien de fou dans cette conférence de presse, qui était d'une bonne tenue, même de sa part. On voit le mec décider à côté de son président. Le grand mystère restera de savoir de quelle façon il travaillera et surtout s'il pourra travailler comme il a envie de travailler. Je pense qu'il va se servir de l'expérience de tous les autres qui ont buté sur le fonctionnement parfois compliqué de ce club. Peut-être fort de ces expériences ratées, les dirigeants tireront les leçons enfin pour bien donner les clés à cet homme-là. Peut-être que lui n'aura pas besoin de 6 mois parce qu'il sera soutenu pour que le groupe adhère. Peut-être que le groupe lui-même, ayant compris qu'ils ont plombé, on va dire, pas directement, pas consciemment, peut-être inconsciemment d'autres entraîneurs avec leurs petits caprices. Peut-être que même eux vont se mettre dans le droit chemin et suivre l'exigence de ce nouveau coach. C'est peut-être comme ça que ça va se faire. Il a beaucoup parlé au début de la conf de détails. Ouais. En disant que les grandes victoires avec ces grands clubs-là, ça se jouait sur ce qui était les détails. Les détails, c'est un mot comme ça qu'on emploie sans mettre beaucoup de sens et de choses concrètes dedans. Ça peut être une surveillance plus grande de la discipline. Nutrition aussi, avec lui. Peut-être aussi. Peut-être. On sait qu'à Dortmund, avec Gundogan, tout le monde n'a pas été content avec ça. Voilà. Il y en a qui ont aimé, d'autres pas. Hein. Il paraît qu'il avait été chez Gundogan et il avait fait ses placards même. Ouais. Non mais sérieux. Matt Hummels, c'est à cause de ça que ça s'est mal passé. Il a dit tu manges plus de pain. Je suis curieux de voir ce que ça va faire avec Verratti et compagnie. Tiens messieurs, je vous coupe, priorité au direct. On vous rappelle qu'Ajaccio s'est qualifié pour le barrage face au TFC, barrage d'accession à la Ligue 1. On est avec Mathieu Coutador, le joueur de l'AC Ajaccio, qui vient de s'imposer au tir au but face au Havre. Bonsoir Mathieu, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Alors Mathieu, ça a été très tendu encore une fois ce soir, y compris sur ce plateau d'ailleurs, quand on est revenu sur ce match. Ça y est, les esprits se sont un peu calmés là? Oui, écoutez, c'est vrai que c'est des matchs en jeu et il y avait pas mal de tensions. Et puis vu le scénario aussi du match qui a fait que oui, il y avait beaucoup de tensions. Alors Mathieu, tu as été exclu dans ce match lors de ce fameux penalty d'ailleurs qu'avait marqué Jean-Philippe Mateta. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce que tu as pris ce carton rouge? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous expliquer? Écoutez, c'est vrai que j'ai échangé avec l'arbitre. Bon, après il y a faute sur moi au milieu de terrain. C'est vrai que j'entends faute, mais bon, l'arbitre ne siffle pas. Et malheureusement, je viens contester auprès de lui, chose que je dois pas faire, parce que voilà. Et puis après, bon, je viens avec un peu trop de véhémence et il décide de me mettre rouge. Alors on rappelle le règlement, quand l'arbitre est poussé dans la surface, il peut siffler penalty. C'est ce qui s'est passé donc, Mathieu. C'est là où on a discuté après le match. J'ai été les voir parce que moi je veux pas le pousser du tout. Je pense qu'on le voit, j'espère qu'on le voit, parce que en fait je fais un retour défensif et je viens lui parler en courant, et quand je m'arrête, c'est vrai que je peux le toucher, mais je veux pas du tout, mon intention n'est pas du tout de le pousser. C'était de lui dire qu'il y avait faute sur moi, tout simplement. Alors maintenant il y a le barrage à venir mercredi et dimanche prochain face au TFC. Alors c'est vrai que ces semaines ont été très chargées, très lourdes dans l'émotion. Elles ont été très nerveuses également. Vous avez eu ce match aux prolongations à 9 contre 9. En plus ça s'est terminé comme ça. Ça va pas être simple du coup face au TFC là, compte tenu de toutes ces circonstances.
Oui, bah écoutez, le fait de jouer aujourd'hui, on était prévenus aussi de ça. Maintenant, je pense que ça va se jouer aussi beaucoup au mental. Maintenant, vous savez, les jambes, forcément, il y a de la fatigue, mais il va falloir garder beaucoup de lucidité, et je pense que c'est là que ça va se jouer. Tiens, pour être très précis également, Mathieu, alors nos confrères de Canal qui diffusaient le match ont expliqué que tu t'avais traité l'arbitre d'escroc et que c'est pour ça qu'il t'avait exclu. C'est ce qui s'est passé ou pas? Ouais, écoutez, je suis pas vraiment fier. Oh, escroc, c'est un mot qui tombe facile d'une bouche. Hein. Non, oui, écoutez, après, c'est ce que j'expliquais à l'arbitre, c'est que c'est un match assez tendu. Je pense qu'il y a une grosse injustice le fait qu'il ne me siffle pas faute sur moi, mais parce qu'en fait, avant ça, on a eu des échanges et il ne siffle pas faute là-dessus, je pense. Et voilà, je viens comme ça et puis je lui dis ça, donc je suis pas fier de moi, je dois pas le faire. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez imaginé qu'il avait été acheté par Le Havre? Au moment où on dit escroc, est-ce qu'on peut envisager que Le Havre a cassé sa tirelire et son budget pour acheter l'arbitre? Qu'est-ce qu'il est con celui-là. Alors cela dit, Mathieu, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours ont été hyper tendus. Alors avec tout ce qui s'est passé, l'épisode du bus, les insultes qui ont fusé, certains propos racistes également qui ont été tenus du côté de François Coty. Est-ce que toi, en tant que joueur d'Ajaccio, tu condamnes ça et tu peux lancer un message vis-à-vis de ça également? Ouais. Alors écoutez, déjà je condamne le racisme, mais partout en France. J'ai la chance d'être là depuis 1 an et je peux vous assurer que c'est pas du racisme des Corses contre le reste du monde. C'est pas du tout ça. Maintenant le racisme est partout et ça c'est très très malheureux. On doit pas voir ça. Et voilà, maintenant c'est des choses ces choses qui sont passées, voilà, c'est comment dire. Mathieu, je vois que vous êtes dans l'embarras, mais soyons clairs, il y a une récurrence dans les cris et actes racistes de la part du public corse envers les joueurs de couleur. Non, sincèrement, je suis pas du tout dans l'embarras. Sincèrement, vous êtes sur le terrain, vous le voyez, l'entendez encore mieux que nous. Alors sur le terrain, j'ai pas encore entendu ça. Maintenant, c'est vrai que je vous mentirais si j'avais pas entendu ça. C'était quand, vendredi dernier. Mais par rapport à ça, je me répète, c'est par rapport au racisme. C'est pas que je suis dans l'embarras de dire que les Corses sont racistes. C'est pas du tout ça. C'est que je pense que c'est un problème partout. Et malheureusement, on l'a vécu vendredi chez nous. Malheureusement. Il ne s'agit pas là de généraliser, Mathieu, mais il s'agit de constater juste qu'il y a au sein de notre public une frange peut-être une frange, mais qui est encline à ce genre de comportement détestable. Je condamne ces comportements-là aussi. Hein. C'est des abrutis. Ceux qui ont insulté des propos racistes comme ça, c'est des abrutis. Ça fait plaisir de m'entendre de votre bouche alors. C'est pour ça que non, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Je suis pas du tout embarrassé par cette question parce que je dis vraiment ce que je pense, c'est que le racisme malheureusement il est partout. Et on l'a vécu vendredi, et je pense que ça, ce sont des abrutis tout à votre honneur, alors. Qui ont pu avoir des propos comme ça. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu Coutader, en tout cas. Et bon courage pour les barrages face au TFC maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup, Mathieu. Et j'ai dit Canal, c'est Bein qui diffusait le match, qui était le diffuseur du match, bien entendu. Voilà, Mathieu Coutader, on rappelle retour que l'AC Ajaccio, je ne sais pas combien de matchs il va prendre, ça passera très certainement devant la commission de discipline. Je rappelle que l'Ajaccio jouera face au TFC le barrage d'accession à la Ligue 1. On était sur Thomas Roux de Tuchel et sa première conf de presse donc du côté du Paris Saint-Germain. Alors il s'est aussi exprimé sur Neymar, la star du Paris Saint-Germain, et il a confirmé, Thomas Tuchel, une information qui avait été dévoilée par le confrère allemand, comme quoi il avait rencontré Neymar il y a de ça une semaine à peu près. C'est un artiste, c'est un joueur exceptionnel, un des meilleurs du monde. Je l'ai rencontré dimanche et j'ai beaucoup aimé la réunion que l'on a eue. J'ai rencontré un garçon très ouvert, très sympathique. On a parlé football et il y avait un graphique à côté de lui. Et si vous avez un tableau blanc avec des marqueurs, c'est sûr que je vais écrire dessus et parler tactique. Et l'on a beaucoup parlé de ça. Et j'ai vu un sourire sur son visage. C'est exactement ce que je veux voir. Voilà, il a déjà commencé à rencontrer donc Neymar, Tuchel. Dimanche dernier, il l'a rencontré à Paris. Il est venu à Paris, il a fait l'aller-retour. Il a rencontré Neymar, il a parlé à Thiago Silva, il a parlé à plusieurs membres du vestiaire. Il a vu les cadres, quoi. Exactement. Il essaie de leur parler. Neymar, c'était logique puisque faut l'approbation un peu de Neymar pour arriver au Paris Saint-Germain. Et puis. Il a vu.
Non, il n'a pas eu Cavani. C'est marrant, tu as la même réaction que Lionel Charbonnier tout à l'heure. C'est bizarre de ne pas avoir le meilleur joueur de l'équipe. Mais il voit le capitaine et la star. Il voit la star. Ouais, mais pas le meilleur joueur de l'équipe. Certes, mais pour le coup, effectivement, je pense que voir Neymar était important. Et quand on dit il n'a pas dirigé de vestiaire avec des vedettes et tout, moi je me méfie toujours de ce genre de propos, ça veut souvent rien dire. Là, en l'occurrence, un joueur comme Neymar, c'est différent. Bien sûr. C'est différent parce que on parle presque même pas forcément de son niveau, que ce soit un joueur extraordinaire en cas mais tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure, il n'y a que 2-3 joueurs dans le monde qui sont entourés par tout ça. Donc ça se gère différemment de la part d'un coach. C'est très bien. Exactement, c'est une des qualités qu'un entraîneur, quand il vient dans un grand club, doit absolument avoir. Je suis absolument d'accord. Et c'est pour ça que, au bout du compte, je comprends ta question, mais en même temps, je suis sûr que tu l'as fait exprès. Il y a un peu d'ironie, mais que c'est normal qu'il voit Neymar et pas Cavani, même si c'est Cavani le meilleur joueur cette année. Mais il a dit que l'équipe tournerait autour de lui et pas autour de Cavani. Il a clairement dit aujourd'hui cet après-midi, l'équipe tournera autour de Neymar. Oui, mais on le sait. C'est déjà une première bêtise. On va accueilir Thomas, supporter du Paris Saint-Germain. Dans ces cas-là, tu le prends Daniel, faut être cohérent. Alors attends, quand pendant les années Ibrahimovic, tu tapais sur les doigts de Laurent Blanc que de faire qu'il faisait des équipes qui tournaient uniquement autour d'Ibrahimovic. Tu veux gagner la Ligue des Champions, tu peux pas la gagner, tu peux pas te baser autour d'un joueur. Je vais te répondre de façon totalement cohérente. Zlatan Ibrahimovic, je n'ai jamais cru une seule seconde que c'était un joueur avec lequel tu pouvais gagner la Ligue des Champions. Et jamais je n'ai cru. Mais tu le penses pour Neymar. Et donc tu penses qu'avec un seul joueur, tu peux gagner la Ligue des Champions? Non, faire ton équipe autour d'un joueur, c'est la psychologie d'avoir un entraîneur pour gagner la Ligue des Champions. Neymar, il y a des mecs qui choisissent pas forcément tout ce qu'il y a autour d'eux. En l'occurrence, Neymar, c'est le cas. Donc, si tu décides de le prendre, tu es obligé de t'adapter à tout ce barnum. On va dire Barnum, ça fera plus simple, hein, ok ? Tu es obligé de t'adapter à ça. Et tu es obligé de considérer que si tu veux aller au bout de ton objectif, ce sera avec lui et en le mettant dans ses dispositions et en faisant adhérer le reste du groupe à tout ça. Je te dis pas, ça marche. Je te dis pas, il va y arriver. Je te dis, tu es obligé de te mettre dans ce cas de figure-là. Est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué ? Moi, je te dis que c'est une obligation qui s'impose à toi. Une équipe qui a gagné la Ligue des Champions en tournant autour d'un seul joueur. Non mais t'en auras pas. Non mais attends, encore une fois, le reste de l'équipe, il existe, il sera là autour. Si le reste de l'équipe admet, moi j'ai toujours dans ces histoires de grandes stars différentes et tout, quand on reprend tout le temps le fameux exemple de Maradona, je dis tout dépend en fait de si le reste de l'équipe adhère ou pas à ce qu'il ait à des privilèges, à ce qu'il soit traité différemment. Ah oui, c'est toujours la question. C'est toujours la question. C'est comme Maradona, à Naples, en équipe d'Argentine, tout le monde admettait. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres vedettes. Cristiano Ronaldo, Messi, tout le monde est OK avec ça, d'accord ? Neymar, il doit gagner. Généralement, il faut avoir gagné pour justement faire en sorte que les autres adhèrent à ça. Au PSG, Neymar n'a pas encore gagné, mais le but... Je ne te dis pas que c'est la bonne démarche, mais le but, et ça ne pourra pas se faire autrement, c'est que tous acceptent ça. Okay. Mais je te dis pas que Neymar a la personnalité pour fédérer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le talent et la qualité technique de Neymar sont indéniables, mais est-ce que tu penses qu'il a la personnalité, le charisme et est-ce qu'il a en lui d'être ce genre de joueur? On disait la même chose de Messi finalement. Mais tu peux avoir d'autres cas dans le vestiaire, ça n'empêche. Ta question, ça m'intéresse, donc je vais y répondre précisément. Il l'a montré avec le Brésil. Je pense qu'avec le Brésil, tout le monde le suit et tout le monde admet. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, tu me demandes s'il l'a déjà montré. Je te dis avec le Brésil, oui. Il a pris l'équipe sur ses épaules. Même quand il était gamin en 2014 avant sa blessure, c'est lui qui prend l'équipe sur ses épaules et tout le monde accepte. Et encore plus au JO. Avec le PSG, je te dis qu'il devra le faire. Est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas. Je te dis que le PSG a voulu ce mec-là. Ils l'ont pris. Maintenant, c'est comme ça. La boutique, elle va tourner comme ça. En 2014, c'est pas tout le monde qui accepte. Il y a des grosses dissensions au sein du groupe. C'est le bordel. Thiago Silva passe le temps à faire la Jonathan, je te dis pas que tout le monde accepte. Je te dis que dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est lui qui a porté l'équipe. Jusqu'à ce qu'il prenne le coup de genou dans le dos, là, c'est lui qui emmène l'équipe. C'est ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que avec ce qu'il fait en 2016, c'est quelque part, je viens et je porte et on ira jusqu'au bout, machin. C'est très costaud. Maintenant, au PSG, il l'a pas encore montré. Il s'est barré du Barça pour être ce genre de mec-là. Je te dis pas, ça va marcher. Je te dis que le package, c'est ça. Bah, on verra ce que ça va donner. Mais le paquet. En plus, je te dis pas que je suis d'accord et que j'aime ce genre de choses-là. Moi, je préfère l'entraîneur, le collectif. Bon, après qu'il y ait des stars dans une équipe, d'accord. Mais
force est de constater qu'aujourd'hui. Oui, mais t'as pas le choix. Maintenant, tu l'as pris. Ça, les gars, on va accueillir. On est quand même dans un football. Un dernier mot là-dessus. On est quand même dans un football qui depuis 10 ans te montre et te met en avant 2 équipes qui ont tout gagné et qui fonctionnent comme ça. Allez, on accueille Thomas, les gars. C'est le PSG qui nous appelle. Les gars, on accueille Thomas. C'est pas vrai. Thomas, salut Thomas. Si, c'est vrai. Ouais, salut Nico. Salut Daniel et Jonathan. Et Loïc. Salut. Et Loïc. Et Loïc, on dit, qui est avec nous également. Alors Thomas, ton avis sur Tourelle, toi? Alors on l'a écouté là, on a écouté ses premiers mots là en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ouais. Bah écoutez, moi il s'avère que ce week-end j'ai suivi la finale de la Coupe d'Allemagne dans un bar à Bordeaux là, entre Francfort et Munich, et il y avait pas mal d'Allemands dans le bar. Donc on a parlé un peu ballon. Et le sujet Tourelle est vite arrivé sur la table. Donc ils m'ont demandé, parce que moi je leur ai dit forcément que j'étais supporter du PSG, ils m'ont dit qu'est-ce que je pensais, donc du coup comme vous, de Tourelle. Et j'ai dit c'est moi qui vais vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de Tourelle? Et tout de suite, bah, ils ont levé le pouce. Donc, dans le sens, voilà, parce qu'ils voulaient revoir en fait. Non, c'est un gars. Alors ils m'ont dit que voilà, c'est un entraîneur qui est très respecté en Allemagne pour le travail qu'il a fait. Ils m'ont clairement dit que c'était le frère jumeau de Klopp. Donc si ça s'avère vrai, alors c'est-à-dire dans le style, c'est pas plutôt Guardiola. C'est un peu voilà, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas du tout le jumeau. Oui. C'est plutôt Guardiola. Alors, je parle pas en mon nom, je parle alors la façon dont les Allemands parce qu'il a le même parcours. Ouais, mais à combien de bières ils t'ont dit ça? C'est parce qu'il a le même parcours. Il a fait Mayence et Dortmund, mais dans qu'ils soient de l'école de Mayence, mais ils sont assez différents. Ça n'a rien à voir en termes de style de jeu. Moi aussi, j'ai lu quelques infos sur ce coach-là. J'ai vu qu'il je pense qu'il peut se faire au collectif de Paris. J'ai vu qu'il prônait plus un jeu. Alors, il n'est pas du tout dans le style d'Emery. Il n'est pas fan du jeu qui est très vertical, qui va de l'avant très vite. Je sais qu'il mise plus sur la possession de balles avec des petites passes pour trouver vite un mec démarqué plus loin. Donc je sais qu'il mise plus sur la possession et forcément ça convient mieux au collectif du PSG. On sait très bien que avant le milieu de saison, les cadres sont allés se plaindre à Emery en disant qu'il réclamait un peu plus de possession, un retour au 4-3-3, etc. Je pense que après, je pense qu'il a aussi l'aura pour diriger le club comme Paris. J'ai bien aimé son comportement avec Aubameyang quand il était à Dortmund. Il n'a pas hésité, alors que c'était son joueur phare. Il a pas hésité mettre en tribune, à le mettre en tribune, à le faire comprendre que ici t'es au Borussia Dortmund, donc tu respectes le club. Voilà, je pense qu'il a les épaules, il a du charisme. Moi, quand je le vois, je me dis ce mec, j'y crois. Comme Daniel avait fait un avis tranché il y a pas longtemps, je me dis ce mec, j'y crois. Et voilà, après. La conclusion avec les Allemands, c'était de dire comme tout, wait and see. On attend de voir ce qu'il pourra faire à Paris. Mais oui. Oui, on parle beaucoup de charisme depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il va réussir à faire ce qu'il veut, mais c'est toujours pareil, on peut changer les hommes, mais tant qu'au-dessus, on lui permettra pas de faire ce qu'il veut. Il paraît qu'il est venu avec des garanties en termes de. Il a demandé, il a discuté. Il a dit, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que le discours des dirigeants, quand il leur a demandé ce qu'il pouvait faire, a été très clair. Il aura les mains libres pour faire ce qu'il veut. Maintenant, quand il va demander aux joueurs et que les joueurs vont dire, écoute, coach, nous, ça ne nous va pas comme ça, il faut qu'au-dessus, que ce soit Antero Henrique, que ce soit le président Nasser Al-Khelaifi, que ce soit Maxwell, parce qu'il compte énormément sur Maxwell pour l'aider, et ils allaient dire aux joueurs qu'il faut écouter le Camara qui va rester dans le stade. Pas plus Camara. Mais Maxwell, c'est vraiment j'ai l'impression que ça va vraiment être l'élément central au début du projet pour Thomas Tuchel. C'est lui, ça va être son relais auprès des joueurs. C'est que c'est un mec dont Maxwell lui dise aux joueurs que c'est lui qui décide et pas les joueurs. Maxwell, c'est quelqu'un dont on parle peu et qui finalement fait un peu le pont entre tout le monde. Il est. Alors cette année, je sais pas ce qu'il a fait, Loïc. Tu dois savoir mieux que nous. Mais son rôle m'a pas semblé essentiel et important. Notamment dans le penalty gate, par exemple, c'est lui qui est qui était au niveau relationnel. Edinson Cavani, c'est lui qui est un peu l'oreille des joueurs et qui transmet à Antero Henrique. Alors qu'Antero Henrique n'est pas souvent au camp des loges, il voyage souvent. Normalement, c'est lui qui est censé parler aux joueurs et voir avec les joueurs. Le problème, c'est qu'il est encore trop joueur dans le vestiaire, c'est-à-dire qu'il connaît trop les mecs dans le vestiaire pour leur dire en face ce qu'il faut faire. Là où il va lui falloir du temps. Cette année, ça sera mieux pour Maxwell puisqu'il aura un an et des joueurs qu'il ne connaît pas forcément pour essayer de faire passer son message. On va te libérer, Loïc, parce qu'on t'a déjà gratté 27 minutes. On t'avait dit jusqu'à 20, il est déjà 47. C'est vrai. Avec vous. Écoute, Jérôme Thomas vient de me dire que tu es peut-être le meilleur Loïc dans l'histoire de l'after, mais à égalité avec Loïc Braillet quand même. C'est bien, on est deux. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça, il n'y aura pas de jaloux. Merci d'avoir été avec nous en tout cas, Loïc. Beaucoup, merci à tous. Et demain, n'oubliez pas, dans Breaking Foot sur SFR Sport, interview exclusive que Loïc a faite avec Thomas Tuchel en anglais. En anglais, exactement. In English, please. Il parle très bien en anglais, Loïc, vous allez le voir. Yes. Yes, it is. J'ai un bon accent, j'ai un mauvais accent, mais. Non, vas-y. Qu'est-ce que je te dis? Ce que tu veux, vas-y. Goodbye and have a good night. Wow. Bravo.
The Regardos. Bravo, merci beaucoup. Non, attends, pars pas, on fait de la télé ici aussi, mon pote, on est filmé. Donc t'attends qu'on balance le truc et après t'y vas. Nous on vous retrouve dans quelques instants avec l'avis tranché de Jonathan Macardy. Encore merci Loïc Tanzi. On vous dit à tout de suite et on vous attend sur le hashtag RMC Live et au 32-16 bien entendu.